Bonsoir. Merci d'être là. Je suis très content de cette invitation, ça me touche beaucoup. Voilà, alors je vais essayer de vous parler d'une chose qui est en relation donc avec l'exposition que vous pouvez voir au rez-de-chaussée ici. Avec les organisatrices du prix Bob Kahl, que ce serait quand même utile pour accompagner l'exposition de dire un mot de cet objet très étrange qu'est le livre d'artiste. Mon problème aujourd'hui, c'est que je n'ai pas l'intention de faire de l'histoire de l'art et je me demande en même temps comment ne pas en faire, du moins un peu, pour qu'on y comprenne quelque chose. Car la première chose qu'on est bien obligé de constater, c'est que le livre d'artiste est justement une espèce d'anomalie dans l'histoire de l'art. Et qu'en dehors de cette histoire, il est pratiquement inintelligible. On a en effet un peu de mal à s'expliquer comment deux choses aussi anciennes que l'œuvre d'art et le livre aient mis autant de temps à se rencontrer. Et il y a peu de doute sur le moment de cette rencontre, puisque le livre d'artiste a cette chance à peu près unique dans l'histoire d'avoir un acte de naissance précis et daté sur lequel tout le monde est à peu près d'accord et qui est 1962, date des 26 Gasoline Stations Dead Russia. Ce qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, assez proche de nous dans le temps et très loin des origines. Cette rencontre tardive a d'ailleurs été peu spectaculaire et même volontairement modeste en prenant la forme d'un fascicule de ready-made photographique vendu 3,50 $. Mais elle a eu pourtant un effet extraordinaire. Elle a donné lieu presque instantanément à une nouvelle forme d'art et sans doute même à la forme d'art quintessentielle du XXe siècle, puisque dans le livre d'artiste se retrouvent concentrés pratiquement tous les enjeux de l'art contemporain. Né de l'art conceptuel, il propose une forme autoréflexive qui met en jeu les notions de support, de médium, de ready-made, de document, d'espace d'exposition et surtout de circulation démocratique d'une œuvre qui sort du musée et s'extrait du marché de l'art. Une œuvre qu'on peut enfin toucher et s'approprier, rendue aux gens et redistribuée, comme on parle alors, à cette époque, de redistribution des richesses. Ce que nous apprend cette histoire, c'est qu'entre les écrits d'artistes, le livre illustré par l'artiste qui accueille un ensemble d'œuvres graphiques, le catalogue d'exposition et le livre d'art, tout ça d'un côté, et de l'autre, le livre qui est l'entière expression de l'œuvre, il y a une différence de nature. Dans le premier cas, ce sont au mieux des confrontations réussies de domaines hétérogènes. L'espace du livre reste inchangé, il accueille, il s'enlumine, il s'illumine, il s'esthétise de la présence de l'artiste, mais il ne perd aucune métamorphose de son support. Il s'enrichit, mais ne change pas. Au contraire, même, chaque domaine renforce dans le livre son écart et l'exception de sa position. L'artiste quitte sa position de plasticien pour se livrer autrement, dans ses écrits, ses notes ou son journal. Il quitte
l'atelier pour intervenir par exception dans un livre. Il n'est jamais qu'une partie de lui-même. C'est l'abandon de cette position qui est à l'origine du livre d'artiste. Cet abandon est contemporain d'une réflexion sur la mort de l'auteur-créateur, sur ce vide en dehors de l'énonciation qui le définit, dont parlait Barthes. Les livres d'Ed Ruscha, dont le nom est absent de la couverture, sont la pure énonciation plate d'un contenu banal et insignifiant dont l'artiste n'est que le monstrateur. 26 stations-service ou 9 piscines ou des annonces immobilières. Une collecte désincarnée dans un objet de fabrication impersonnelle réalisé de manière mécanique. Le livre d'artiste est indissociable du tournant conceptuel des années 60, où l'artiste et son atelier allaient se retrouver dans une comparable posture à celle de l'écrivain devant sa machine à écrire. L'artiste, désormais, dresse des listes, il collecte, il écrit, et les deux gestes, si longtemps séparés, se réunissent, à partir de quoi le white cube et la page blanche tendent à se confondre. L'espace d'exposition devient un espace de lecture. Là, vous avez Mel Bochner, en 1966, qui ne présente absolument que des choses à lire dans son espace d'exposition. Robert Barry, Félix González Torres dans les années 90. Et inversement, le livre devient un espace d'exposition. Sol Lewitt crée de véritables expositions à l'intérieur de ses propres livres. Ce livre, intitulé Cube, est l'expression parfaite de cette fusion. Ce n'est donc plus une analogie entre le white cube et le livre, mais là, on le voit bien, une compénétration, une métamorphose, pratiquement une transsubstantiation. Tout le white cube, qui est la manière dont on désigne l'espace d'exposition dans l'art conceptuel, est ici complètement aspiré par le livre, l'un et l'autre étant désormais indissociables. Voilà, pour l'histoire de l'art, on aimerait bien s'arrêter ici, parce que tous les exposés sur le livre d'artiste se ressemblent. Une fois donnée cette date fatidique de 1962, comme je viens de le faire, et décrit rapidement le tournant des années 60, on précise encore qu'il y eut des précédents dans les avant-gardes au début du XXe siècle, avec Dada, les manifestes futuristes, le lettrisme, le plus fameux précédent étant la boîte verte où Marcel Duchamp a rassemblé en 1934 les documents relatifs à la mariée mise à nu par ses célibataires mêmes. La date butoir étant 1897 et la parution d'un coup de dé de Mallarmé dans la revue Cosmopolis. Pour autant, autre anomalie, la définition du livre d'artiste, qui tiendrait donc en un énoncé simple, une œuvre autonome, existant à l'intérieur de la structure formelle d'un livre, ou encore une œuvre formant conceptuellement et matériellement un tout unitaire, et qui ne pourrait exister autrement que dans la forme d'un livre, est encore aujourd'hui toujours sujette à débat et à modification permanente. Dans l'un des premiers livres sur la question, Book by Artist, en 1981, on lit aux premières lignes de l'introduction « Le but de ce livre ne cherche pas à donner une définition concluante du livre d'artiste.
Et quelques années plus tard, en 1987, Dick Higgins, dans Artist's Book, continue dans la prudence. Il y a des milliers de façons d'appréhender le livre d'artiste. Le danger serait d'en produire une définition arrêtée qui ne ferait qu'exclure les nombreux livres d'artistes qu'on voudrait y faire rentrer. Je suggérerais pour ma part, non pas un livre qui contiendrait une œuvre, mais un livre qui serait une œuvre, sa forme reflétant son contenu, forme et contenu s'interpénétrant. Et il ajoute, mais peut-être, la chose la plus difficile concernant le livre d'artiste serait de trouver la bonne façon d'en parler, le langage juste, the right language for discussing it. Cette question du langage à tenir et de son ambiguïté, Ed Ruscha la pose en 1976 dans 2 tableaux qui affirment bien cette position nouvelle. Certes, les artistes produisent des œuvres, mais il y a ceux qui fabriquent des pièces et ceux qui font des livres. L'ironie, aussi bien que l'anomalie qu'il cherche à réparer ici, tient dans l'emploi de ces guillemets, déplacés du mot « book », où ils auraient plus naturellement leur place, au mot « pièce », qui deviendrait tout à coup douteux. Les artistes font-ils encore de ces soi-disant pièces, ou l'évidence ne serait-elle pas qu'ils font désormais des livres? Si les livres sont des œuvres, les pièces le sont-elles encore? Et ces tableaux conceptuels qui se réduisent à des phrases ne sont-ils pas essentiellement des émanations d'un livre? Ed Ruscha lui-même affirme que sa peinture est secondaire et sans doute pas si révolutionnaire que ça. Sa véritable œuvre, ce sont ses livres. Alors, pour tenter de répondre à ces questions et à mon tour essayer de découvrir un langage juste, je suis allé faire un tour dans la bibliothèque personnelle de Bob Kahl, à Paris, rue Palatine. C'est une mine d'or. On y trouve l'une des plus belles collections de livres d'artistes que j'ai jamais vues. Un rayonnage en particulier a attiré mon attention. Uniquement des livres sur les livres d'artistes. La littérature fondamentale sur le sujet. Je les passe en revue pour le plaisir du nombre. Le livre de Phaidon, qui reprend le détournant, le titre et le jeu typographique d'Ed Ruscha, l'étude de Johanna Drucker, les livres d'Anne Meuglin, l'article historique de Germano Celant, paru dans le premier numéro de la revue Data en 1973, le Künstlerbücher 1, le Künstlerbücher 2, un peu moins austère, les livres d'artistes français, les livres d'artistes allemands, les livres d'artistes européens, les multiples, les livres d'artistes de l'Arte Povera et des études plus monographiques, livres d'artistes de Sol Lewitt, qui en a fait une centaine, et finalement le catalogue raisonné de Bob lui-même sur les livres d'artistes de Christian Boltanski. Et fermant la marche, comme pour les rassembler tous, et alléger encore un peu le poids de toute cette littérature, le livre publié à Londres par Arnaud Desjardins en 2011 au titre Vertige, The Book on Books, on Artists' Books. Je dois dire que j'ai eu un peu peur. Non seulement on se demande comment venir à bout de la prolifération infinie des livres sur les livres d'artistes qui tournent tous autour d'une définition que personne ne veut plus se risquer à arrêter, mais au-delà, on se demande comment ne pas se laisser enfermer dans cette galerie des glaces où le livre se réfléchit à l'infini sans peut-être jamais s'atteindre. Et pour ma part,
je me suis demandé comment échapper à cet angoissant emboîtement de Matrioshka. Alors, plutôt que de chercher à tout prix à résumer des bibliothèques entières, comme j'ai commencé à le faire, ou à décider par bravade de faire une contre-histoire du livre d'artiste, j'ai préféré faire un tour dans le musée des erreurs du livre d'artiste, qui rassemblerait quelques livres oubliés, problématiques ou impossibles, et qui, par là, prendrait acte de son anomalie initiale. J'emprunte cette expression « musée des erreurs » en la détournant légèrement à l'artiste Pierre Le Guillon, lauréat du dernier prix Bob-Kahl, qui traque depuis des années les signes de l'art hors du champ de l'art, attentif à toutes les formes de rédimédisation des œuvres, parfois involontaires, apparition des artistes dans des publicités, dessin du Bauhaus sur un sac de plastique, tout ce qui fait œuvre la cite ou la poursuit en dehors du strict champ de l'art ou pour une expérience étendue de l'œuvre. Ce pas hors des livres sur les livres d'artistes me rendra peut-être la vue. Dans le musée des erreurs du livre d'artiste, la pièce la plus ancienne que j'ai rencontrée, c'est la louange de la Sainte Croix du moine carolingien du IXe siècle, Raben-Maur, dont vous connaissez peut-être les pages stupéfiantes des manuscrits de la British Library. Cette poésie graphique du calligramme divin utilise la matérialité de la lettre comme un moyen d'accès à l'immatérialité de l'expression poétique et théologique, un accès possible à Dieu. Extrait de sa phrase linéaire, le signe est projeté dans une géométrie plus vaste, un espace du nombre et de la série où se projette le dessin du Dieu architecte. Comme un jeu de vitrail, mais avec les seuls moyens du livre et dans l'espace de la page, on assiste à une découverte graphique et formelle qu'on ne trouve encore dans aucune peinture à l'époque. Ce qui frappe et qui différencie les créations de Raben-Maur de toutes les autres Carmina Figurata, c'est cet écran répétitif de lettres ordonné en une grille qui rompt la finitude de la page, au milieu de laquelle naît la louange, le poème ou la prière. Mais le plus bouleversant, ici, c'est que l'humilité du moine en prière, anéanti sous la croix, ait pris la forme de cette figure transparente, évanescente, le corps entièrement recouvert de lettres, scribe qui s'efface dans le poème, auteur qui disparaît derrière le signe. C'est pour dire l'anéantissement du sens que les poèmes de Karl André se sont agencés de la même façon, livrés à leur seule forme géométrique, produisant des suites de sculptures typographiques. Ou alors, à l'extrême opposé, à l'autre bout du musée, ce livre dont j'ai découvert l'existence très récemment, publié en 1803 par un homme d'affaires excentrique de la Nouvelle-Angleterre. Alors je vous présente Lord Timothy Dexter, le trimalchion de Boston, connu pour ses excès et son ivresse, auteur d'un extravagant pamphlet sur son temps, intitulé « A pickle for knowing ones », un cornichon pour ceux qui savent, tout un programme, et dont la particularité est d'être écrit, comme vous pouvez le voir, sans aucune ponctuation. Aux critiques qui lui reprochaient cette absence de ponctuation,
il répondit dans la réimpression du livre par un appendice qui rassemblait en une page tous les signes qu'il n'avait pas mis dans son texte et dans lequel on pouvait aller piocher comme bon nous semblait. Ce serait là une pièce étonnante du musée des erreurs du livre d'artiste. On est très loin des jeux typographiques qui avaient déjà cours dans l'édition, avec les changements de casse ou de mise en page qui se pratiquaient souvent dans un même livre à l'époque. Ici, on entrevoit que le signe du langage peut être réduit à sa matérialité pure et ses éléments dissociés, isolés, et qu'un nouveau texte, inintelligible, mais non pas insignifiant, peut en surgir. Un texte fait de signes purs qui disent la question, l'exclamation, le constat, la parole reportée entre guillemets. Un autre texte, abstrait, qui viendrait doubler le premier. On pourrait dire, si l'on veut, qu'il procède déjà de la poésie concrète et, pourquoi pas, qu'il annonce le stupidogramme de Diderot qui, malgré son titre blasphématoire, on le voit, n'est pas sans lien non plus avec les séquences et les alignements carolingiens pré-typographiques de Rabenmohr. Dans ce musée, un projet me fascine et me touche particulièrement. Les morts de Newport, seul livre d'artiste du photographe minimaliste américain Lewis Boltz, lié dans les années 70 au mouvement New Topographics. Mais c'est un livre qui n'a jamais trouvé sa forme définitive, pris dans une sorte d'inachèvement formel. C'est le récit d'un fait divers des années 40 sur lequel Lewis Boltz tombe par hasard à la fin des années 80 en consultant les archives de sa ville natale de Newport Beach en Californie où il revient après 20 ans d'absence. Il ressent un malaise inexplicable à revoir les lieux de son enfance. Il pensait être assailli de souvenirs, mais tout reste muet et vide. Sa mémoire est morte. Il erre comme un fantôme et se sent totalement impuissant à poursuivre son travail photographique. Alors il abandonne son appareil pour fouiller dans les archives de la ville à la recherche d'une histoire qui aurait pu marquer l'endroit comme pour pallier sa propre mémoire défaillante. Et c'est ainsi qu'il tombe sur le retentissant procès Overell, sombre histoire d'un couple de milliardaires retrouvés morts dans leur yacht, qu'on accuse leur propre fille et son fiancé d'avoir assassiné. En exhumant les photos de presse de l'époque, il découvre une photo de son propre père, témoin principal à déposer au procès en sa qualité de médecin légiste de Newport et qui avait fait les premiers constats sur les corps. Et comme ce fut là le grand moment de gloire de son père, posant fièrement devant les photographes de presse, Boltz est persuadé que sa mère était là aussi et que, par conséquent, dit-il, je peux croire que le 21 juin 1947, à 19 mois, j'étais moi aussi présent au procès. Mais il a beau chercher dans les archives, aucune image de sa mère, ni de lui, pas plus que de souvenirs ni de certitudes. Au moment où il pensait raviver la mémoire et se retrouver enfin inscrit quelque part, tout s'évanouit. Et Boltz reste avec cette image manquante, perdue pour toujours de n'avoir peut-être jamais été, et ce récit troué qui se dissout littéralement sous ses yeux dans une image qui est l'absence d'image et que seul aura pu faire surgir un livre lui-même fantôme qui n'a cessé de changer de forme et de pays. D'abord CD-ROM, il devient livre papier la même année, ensuite il change de couverture, puis d'éditeur pour enfin changer de nature. Et c'est ce qui me frappe le plus, retrouver à la fin la simple forme d'un livre d'écrit d'artiste, comme par une étrange boucle inverse quittant le domaine du livre d'artiste pour celui
de l'écrit d'artiste. Il y aurait une place ici, et peut-être la première, pour le cas Mallarmé, le plus complexe et le plus étrange de tous. La plupart des histoires du livre d'artiste mentionnent à juste titre un coup de dé comme le proto-modèle du livre d'artiste. Et si les histoires le mentionnent, c'est aussi qu'il est l'œuvre la plus citée et reprise par les artistes eux-mêmes dans leurs livres. Il est devenu, à lui seul, à partir de Marcel Brotars en 1969, une sorte de générateur de livres d'artistes continuellement cités, imités, réinterprétés, détournés, appropriés. Une page originale de Mallarmé, son interprétation par Marcel Brotars, son interprétation par Ellsworth Kelly ou encore par Bernard Villers. Il y a une dévotion pour le texte mallarméen d'un coup de dé qui a fait de nous des modernes en élevant la page à la puissance du ciel étoilé, disait Paul Valéry, et un culte chez les artistes du livre instrument spirituel qui a trouvé dans l'espace visuel de la page la pleine réalisation du dire, du sentir et du voir, et où commence dans le poème l'horizon posé par Mallarmé. Le monde est fait pour aboutir à un livre. Pour autant, j'ai le sentiment que Mallarmé a fait beaucoup plus qu'ouvrir, à travers ce poème-là en particulier, à la possibilité future du livre d'artiste. Je crois qu'il est bel et bien l'auteur de ce qui s'approche le plus en tout point du livre d'artiste, mais avec une autre œuvre, son œuvre peut-être la plus singulière et avant-gardiste qu'on puisse imaginer, qui est la dernière mode. La dernière mode, dont voici le facsimilé, est une revue sous-titrée « Gazette du monde et de la famille » et qui a connu 8 numéros entre septembre et décembre 1874. On y traite de tout ce que le monde a de plus futile et de plus essentiel dans la vie des gens. Les vêtements, les bijoux, les spectacles, l'ameublement, la cuisine, la layette, les voyages. On y chronique les livres, les expositions, le théâtre, les échos des salons et de la plage. Il y a des conseils sur l'éducation et une correspondance avec les abonnés, un courrier des lecteurs, un carnet d'or, une gazette de la fashion, des potins, des descriptions de lithographie, la reproduction de cartes de visite publicitaires de boutiques et de fournisseurs, des inventaires de toilettes, des listes de remèdes. Les rédacteurs sont Miss Satin, Marguerite de Ponty, le chef de bouche du restaurant Bréban, une certaine Zizi, femme de chambre mulâtre, une aïeule, lecteur et lectrice anonyme, Marasquin, le rédacteur en chef, Marliani, tapissier, décorateur. Ce ne sont que des pseudonymes, ou plutôt des hétéronymes. C'est Mallarmé qui a tout écrit lui-même, jusqu'aux questions et réponses du courrier des lecteurs. Une gazette mondaine, un fanzine de mode d'alors, sur un support pauvre, mécanisé, vendu quelques francs, détourné de A à Z, partout distribué, où l'auteur se cache et s'évanouit dans une œuvre ouverte sur le monde. La correspondance de Mallarmé avec son éditeur montre qu'il a été attentif et exigeant sur tout, contrôlant jusqu'au papier, à la mise en page, aux moindres détails typographiques, choisissant les caractères les plus en vogue. Cette publication
aurait la première place dans le musée des erreurs du livre d'artiste. Tout y est de cette notion de ready-made si profondément attachée au livre d'artiste, jusqu'à ses encarts publicitaires et la reprise d'un type de discours, celui de la mode, qui suppose un ton conventionnel, codé, réglé par des modèles à la fois rhétoriques et sociaux et par un conformisme collectif diamétralement opposé à la poétique individuelle de l'auteur, et qui devient, de ce fait, la plus juste méditation sur l'éphémère et le présent transitoire et par là conduite au livre. Le livre que projetait Mallarmé devait être mobile et ouvert, en fusion continue avec le monde, et aurait sans cesse montré des aspects nouveaux. Un siècle plus tard, Andy Warhol crée sa revue Interview, et j'aimerais un jour prendre tout le temps de les regarder en vis-à-vis, page à page, et d'imaginer le dialogue possible entre Warhol et Miss Satin. Mais ce qui me frappe, plus qu'Interview, je crois, parce que dans la transposition de l'objet pop, 100 ans plus tard, les différences d'époque écrasent tout et engloutiront trop vite l'affinité si évidente des deux entreprises, ce sont les collaborations de Warhol à Glamour et Harper's Bazaar dans les années 50. Quelque chose autour de l'objet, de sa déclinaison, vibre encore des descriptions de la dernière mode. Voilà, c'est curieux, mais devant ces pages de Warhol, j'ai la sensation de m'approcher de quelque chose que je cherchais, de commencer enfin à me défaire de l'histoire de l'art et des chronologies, des livres sur les livres, pour entrer dans ce que le livre d'artiste a à me montrer vraiment. Et c'est un choc assez violent. Je vis ce passage de Glamour à Inventaire des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes de Christian Boltanski comme une chute brutale dans la réalité. Ce passage de la vanité joyeuse du pop art au memento mori froid et neutre. Je ne peux m'empêcher d'imaginer que cette femme anonyme de Bois-Colombes, comme des millions d'autres prises dans le mouvement de leur temps, aura été attirée par ces publicités et choisi ses effets personnels dans des vitrines ou des revues par principe toujours plus luxueuses que la vie qu'elle menait elle-même. Et il y a là comme une trajectoire fatale qui va de la dernière mode de Mallarmé aux illustrations de Warhol jusqu'à l'inventaire de Boltanski qui recueille le reste, la vie terminale de tous ces objets désirés, acquis, puis usés, enfin abandonnés à la mort de leurs propriétaires et qui n'appartiennent plus à personne à la fin, si violemment frappés d'anonymat. Tous ces vêtements, ces chaussures, ces effets qui revendiquent leur différence à des fins commerciales pour redevenir tous exactement semblables et interchangeables, et en quoi se résumeront nos vies dans les armoires. Pendant près de 10 ans, Christian Boltanski a cessé de faire des livres d'artistes. L'époque changeait entre les années 70 et 80. Il ne fut pas le seul à vivre difficilement l'effondrement de la croyance euphorique prise dans le sillage des convictions politiques selon laquelle l'art pouvait changer le monde et qu'un instrument aussi libre et démocratique que le livre pouvait aider à ce changement. Et pourtant, il y revient, comme si le livre avait toujours quelque chose d'essentiel à proposer, à imposer par sa forme simple. Mais en y revenant, les instants parodiques de ses premiers livres disparaissent presque complètement, et ce qu'on voit est quelque chose qui se scinde,
les images d'un côté, le texte de l'autre. Les Suisses morts et liste des Suisses morts dans le coton du Valais. Plus aucun récit, scénette ou anecdote des débuts. Retour à des séquences photographiques sans commentaire ou simple liste de noms sans images. Il n'y a rien à lire dans une liste de noms propres, si ce n'est l'oubli, l'inconnu, l'anonymat. Et les réputations qui passent et disparaissent comme dans l'énumération des artistes exposés à la Biennale de Venise ou des pensionnaires de la Villa Médicis, dont on a oublié tous les noms. Comme il n'a bientôt plus rien à voir dans des visages inconnus, agrandis et floutés, dont les ombres des yeux et des joues est déjà l'apparition du squelette indifférencié retourné à l'anonymat. Le visage d'un seul qui est en même temps le visage de tous, pointant ce qu'il y a d'innommable dans l'image et d'immontrable dans les noms. Archives prises dans une neutralité pure, mais dont la qualité de présence est décuplée par l'espace du livre et la circulation simple et entêtante des pages qui se tournent, du poids de tous ces visages et de tous ces noms qui n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître dans le même geste. Le livre permet cette chose étrange de toucher le temps du bout des doigts. Boltanski a toujours refusé de faire un monument, une œuvre commémorative dont il disait que c'était une mémoire morte, plus que tout destinée à l'oubli. Il préférait la circulation vivante d'une image à l'autre dans l'espace, le renouvellement des accrochages, la réactivation permanente générée par la forme du livre. Et parfois, au risque du livre lui-même, El Caso et Scratch, faits d'images de faits divers prélevés dans la presse, montrent non plus les signes de la mort, mais littéralement la mort, l'œuvre de la mort et son intrusion sur scène. Insoutenables dans El Caso, elles sont occultées dans Scratch et laissées à la responsabilité du lecteur d'en être ou non spectateur en grattant l'image avec une pièce pour la révéler, comme ces jeux de hasard où l'on gagne le gros lot ou rien du tout, et ce, au prix d'altérer le livre et d'en détruire l'intégrité. Livre qui se tient sur le fil, bloc impénétrable et pourtant friable, qui appelle sa propre destruction. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions pour Bertrand Scheffer, j'ai un micro que je peux vous faire circuler. Bonsoir. Comment situeriez-vous le livre d'art par rapport au livre d'artiste ? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est des livres qui sont de nature extrêmement différente. Le livre d'art accueille en lui des œuvres qui n'ont pas été faites pour lui. Il ne fait que documenter des œuvres qui sont exposées dans des galeries, dans des musées, un catalogue raisonné, toutes les œuvres de tel ou tel artiste, etc. Et c'est pris en charge par un éditeur, un critique, un commissaire d'exposition, je ne sais quoi. Et à l'intérieur de ce livre, on a des reproductions d'œuvres
qui sont, voilà, dont l'existence est ailleurs que dans ce livre. Alors que le livre d'artiste est l'œuvre elle-même. Même si un artiste peut très bien, par exemple, décider de, je ne sais pas, de faire un livre d'artiste avec que des photocopies de reproductions de tableaux de Rubens, je ne sais pas, qu'il a vu en Belgique entre 1973 et 1982. Mais ça deviendrait un livre d'artiste, c'est plus un livre sur Rubens ou Frans Hals ou ce que vous voulez. Vous voyez, la différence, c'est que le livre devient l'œuvre elle-même. C'est une différence de nature, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en faisant ce survol au début de cette histoire qui est très tardive et peut-être un peu difficile à comprendre aussi. Tout à fait, surtout par rapport à tous les unicats et tous les unicats, tous les livres conçus par les artistes eux-mêmes, qui conçoivent la forme, le message et la plastique. Alors, c'est par rapport au message. Disons que, enfin, comme je disais, le livre est né de manière conceptuelle. C'est une idée. Il est né comme une idée. Le livre est apparu comme un objet il y a très très longtemps. Et le livre d'artiste est né comme une idée. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même rapport à la chose. Je veux dire, clairement, avant le ready-made, c'est-à-dire en gros avant Marcel Duchamp, on ne peut pas parler de livre d'artiste. C'est pour ça que je me suis amusé à essayer de voir où étaient cachés les autres projets artistiques, celui de Mallarmé, celui de ce moine du IXe siècle, ou ces choses un peu hasardeuses comme des pages entièrement typographiques. Mais un livre de photocopie raté, voilà, mais poinçonné et relié, etc., peut faire un livre d'artiste. C'est l'idée, c'est le projet, c'est le concept qui va conduire à la réalisation de l'objet. Et ça peut prendre des formes qui sont à peine celles du livre. L'idée, c'était de pouvoir, dans les années 60, sortir de l'espace du musée et sortir du marché de l'art. C'est d'abord ça. Avec Duchamp, c'est que simplement, c'est un ensemble d'idées qui forment une œuvre. La réalisation de l'œuvre, elle peut prendre 20 ans. Et pourtant, quand on voit l'œuvre, on se demande comment ça a pu prendre 20 ans de réaliser La mariée mise à nu, par exemple. Enfin, ou alors, pourquoi ça lui a pris 15 ans d'aller acheter un truc au BHV et puis de le mettre dans une galerie. Voilà. C'est pas... Voilà, c'est le projet, à ce moment-là, bascule du côté conceptuel. Mais à ce moment-là, le livre devient une idée, il prendra la forme qu'on veut lui donner dans l'idée. Mais c'est plus du tout un réceptacle. C'est juste sa forme même. Et les images incroyables de Mel Bockner qui commencent à faire de l'espace de la galerie un espace de lecture, ça raconte ça aussi, en fait. Ça raconte qu'on est face à une idée et à une compréhension, on n'est plus face uniquement à des images. Enfin, c'est tout l'art du XXe siècle qui est construit là-dessus, de toute façon. On s'extrait de l'image, après on la fait revenir, mais on s'en extrait d'abord. Donc du coup, le livre, à la fin, peut être un livre fait de rien, c'est-à-dire de pauvres photos, etc., des photos ratées. C'est ce que faisait Ed Ruscha. Il a pris les photos les moins réussies de toutes ces stations-service qu'il a montrées sur son chemin. Voilà. D'abord, excusez-moi en français, je cherche de parler le mieux possible. Je suis italien, je ne connais pas très bien la langue.
Je voulais dire une chose à propos de la matérialité du livre, dans le sens que, justement, vous avez dit qu'il y a les concepts dans le livre, que la chose dérive et commence avec l'art conceptuel. Mais il y a à dire aussi que le livre, par principe, c'est quelque chose qui a de concept, dans le sens que l'écriture dans le livre, toujours, a été quelque chose qui n'a pas d'image en général. Il peut avoir, mais ce n'est pas la règle. Et donc, il me semble qu'il s'agit de quelque chose comme un court-circuit. Pardon en italien, on dit cortocircuito. Quand il y a court-circuit, je ne sais oui. pas si vous le dites. Oui. D'accord. Alors, parce que à la fin, il me semble que c'est vrai qu'il y a les concepts, c'est vrai que dans le livre, on peut mettre des photocopies, n'importe quoi, de photos de pas de grande importance ou valeur, ou ce qu'on pense qu'on veut mettre, on peut le mettre. Mais il me semble qu'à la fin, il y a quelque chose comme un côté esthétique ou matériel qui, à la fin, revient paradoxalement dans le livre. Oui, par nécessité. Et donc, il y a quelque chose comme un artisanat qui revient. Et je ne sais pas si on toujours est quelque chose qu'on veut, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de ça, de ce côté. Ah non, mais la matérialité, elle n'est jamais exclue. Enfin, je veux dire, même dans le concept. Enfin, je veux dire, on l'a fait une fois, une exposition avec rien dedans. Enfin, ça s'est fait une fois dans les années 60, puis on n'a pas recommencé, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Enfin, je veux dire, il faut quand même aussi montrer quelque chose, fabriquer quelque chose. La matérialité n'exclut pas du tout le concept. Pas du tout. On voit bien la pièce de Robert Barry, là, par exemple. C'est que des mots. Mais les mots, c'est des sculptures. Ils sont forgés, ils sont assemblés. Et après, ils sont posés dans l'espace de la galerie. De même que la pièce magnifique « It's a Matter of Time » de Félix González Torres, au fond de la galerie, elle a été fabriquée, cette pièce. La matérialité n'est pas du tout exclue. Et souvent même, l'art conceptuel, après, justement, l'art concret, l'arte povera, enfin, le lettrisme, la poésie concrète, est précisément un retour à la matérialité. C'est une matérialité qui est extraite, en fait, c'est une réflexion sur le médium lui-même. Enfin, ce qui est conceptuel, c'est pas du tout ce qui est spirituel. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses très différentes, le spirituel et le conceptuel. Le conceptuel n'exclut pas du tout la matérialité. Au contraire, je veux dire, une page avec que de la ponctuation, comme on a vu Diderot au début des années 60, et puis ce bostonien extravagant là, de la fin du XVIIIe siècle, c'est précisément pointer la matérialité de la chose. C'est réduire le signe à sa forme. Voilà, c'est détacher, si vous voulez, le signe, le signifiant, le signifié. C'est pour ça que ça a tant intéressé les études structuralistes dans les années 60. Et c'est... Oui, allez-y. Oui. Oui, mais il me semble qu'il y a quand même un rapport paradoxal avec l'esthétique de la forme. Et donc, il y a quelque chose qui va se battre à l'intérieur de l'idée de la forme et de la matérialité. Parce que le rapport avec l'esthétique, c'est paradoxal, il me semble. C'est-à-dire dans quel sens c'est paradoxal? C'est-à-dire que, disons, dans l'art traditionnel, il y avait un rapport entre la forme, disons, et l'idée qu'on pouvait exprimer sur un idéal de beauté ou un idéal de quelque chose qu'on voulait disons, transmettre à travers la forme, sans la vider de sa signification, sans la séparer et après la joindre de nouveau, mais avec une opération qui est conceptuelle. Et là, il y a quelque chose de très différent qui me semble paradoxal. Peut-être je n'arrive pas bien à m'expliquer. Je ne sais pas. Enfin, bon, ça, c'est une discussion un peu compliquée sur l'esthétique, enfin sur la beauté. Mais bon,
enfin, je ne sais pas comment dire. Après, si vous prenez la beauté de la Renaissance italienne, par exemple, c'est aussi une espèce de beauté de convention. Enfin, c'est ce qu'on appelle un canon. Voilà. Après, le canon, il va changer. Mais, comment dire, y a une pièce de Edgeworth qui est très intéressante qui s'appelle Idea. Comme on a vu les deux tableaux là qui sont très beaux avec Artists who do books et Artists who make pieces, il y en a un autre avec juste marqué Idea dessus. Et Idea, c'est le titre d'un livre de Panofsky qui parle justement de la Renaissance italienne et de la forme, voilà, la forme intelligible de la beauté et de l'aspiration des formes chez Botticelli, etc., à une beauté idéale. Justement, c'est une beauté idéale, c'est une beauté qui est abstraite de sa forme. Et on peut presque dire que parce que c'est contemporain, je veux dire, les études de Panofsky et l'apparition voilà, de l'art conceptuel dans les années 60, et ça commence avec Duchamp dans les années 30, donc c'est exactement le moment d'activité de Panofsky. Donc, qui a créé l'iconologie, et l'iconologie, c'est-à-dire la science du sous-texte des œuvres, voilà, notamment de la Renaissance italienne. Il montre que toutes ces œuvres de la Renaissance italienne sont innervées par la philosophie platonicienne, mais précisément la philosophie platonicienne, c'est une philosophie qui n'est pas du tout du côté de la matérialité. Au contraire, ce qui est intéressant dans un beau corps, c'est qu'il me parle de l'idée du beau. Enfin, c'est la base du platonisme, si je puis dire. Donc c'est que le tableau de Botticelli, par exemple, enfin, n'est précisément pas une fin en soi. C'est une contemplation, c'est la contemplation d'une belle image. Comme vous savez, Platon n'adorait pas les images. C'est la contemplation d'une belle image, enfin, qui me montre un beau corps, et ce beau corps doit me conduire à une méditation sur le beau en général. Et le beau en général, c'est le bien pour Platon, par exemple. Enfin, voilà. Donc on est dans une idée pure dont la représentation sera toujours en deçà de ce qu'elle essaye de manifester. Donc on est déjà, d'une certaine façon, dans l'extraction conceptuelle. Et c'est pour ça que Edgeworth, de manière assez ironique, comme toujours, vous connaissez les tableaux concept d'Edgeworth, où il y a juste un fond de couleur avec des mots dessus, comme ceux que j'ai montrés là. Eh ben, il parle aussi de cette rencontre avec l'art ancien, d'une certaine façon. Sauf que lui, il va donner que le signe de ça. Il ne va pas faire la belle Vénus qui sort de la coquille. Il va juste poser le mot « idée » sur le tableau. Mais d'une certaine façon, on pourrait dire il faudrait mettre à côté la naissance de Vénus et de l'autre côté le tableau de Edgeworth avec Idea. Et en vrai, ça raconte la même chose. Oui. Merci. Oui, peut-être que, disons, la paradoxalité, excusez mon français, je me sauce, à Elisabeth. La paradoxalité, c'est vraiment dans le problème de la représentation, et c'est dans la culture occidentale. C'est-à-dire, je cherche de m'expliquer, on avait des livres dans le Moyen-Âge, les livres d'heures, etc., avec les miniatures, etc., qui, disons, étaient un objet d'art. Je pense que dans certains points, il ne se posait même pas la question. Il y avait une unité des choses, de la représentation et de la matérialité. Dans quelque manière, il y avait une unité. En même temps, certains problèmes sont très anciens, comme on avait dit, Platon, etc. Dans le Moyen-Âge, il y avait aussi la scolastique, la philosophie nominaliste. Donc, il y avait le problème du langage, de l'importance de la langue, etc., de la représentation. Et de la distance que la représentation mit entre la matière, le monde et soi-même, et dans le même temps, la relation qu'elle veut avec le monde, veut créer avec le monde.
Donc, je propose, disons, si cette paradoxalité, c'est comme et le discours général pour l'art, et c'est encore plus, disons, pertinent pour les livres, si, dans quelque manière, il y a, avec la représentation, une crise en perte de l'unicité. Disons, en division qui se va créer, en perte de l'unicité. Donc, il y a deux pôles dialectiques. D'un parti, la recherche d'une unité. Disons, on va disparaître, on va être mimétisé comme dans les magasins. L'armée va complètement disparaître, va chercher de se faire toute une avec le monde, de disparaître. L'auteur va disparaître. Donc, en recherche d'une unité ou une dénonciation de la perte. De la part. Donc il y a le vide de sens à l'extrême opposé. Mais ce sont des pôles dialectiques qui vont. Donc, selon vous, peut être une clé de lecture, ça, il y a un sens. Et dernièrement, je voulais vous remercier car peut-être on a assisté à un livre en écriture dématérialisée. Vous avez tenu une conférence avec. On voit la sensibilité d'un écrivain avec des mots très choisis. Vous lisez, mais dans le même temps, était une conférence comme si c'était un livre dématérialisé. Ouais, merci. Ça me touche. Non, je sais pas comment répondre en fait à tout ça. Je sais pas s'il y a une réponse d'ailleurs, mais non, mais enfin, moi, je me pose une autre question que j'ai pas posée là parce que on peut pas parler de tout et puis c'est très compliqué. Et puis comme vous avez vu toutes ces histoires de livres sur les livres, etc. C'est quand même le signe qu'il y a quelque chose d'insaisissable quand même. Je veux dire, juste après. Hypothèse après la création de l'imprimerie. Bon, voilà, vous voyez les dernières années du Quattrocento. Il s'est pas mis à avoir des livres sur l'invention de l'imprimerie, sur des livres sur l'invention de l'imprimerie, etc. Donc là, le truc est arrivé très tard, et ça s'est engouffré dans une espèce de... Oui, c'est ça, d'emboîtement de poupées russes qui était complètement... Enfin, c'est pour ça que j'ai montré toutes ces images. Pour moi, c'est totalement vertigineux. Une chose qui arrive et subitement on écrit sur cette chose, on écrit sur les gens qui écrivent sur cette chose, etc. C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui paraît totalement insaisissable. Moi, en tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse, je veux dire, en dehors de la stricte question de l'histoire de l'art, c'est de me demander qu'est-ce que ça a changé, par exemple, pour la littérature. Parce que, clairement, ce type de livre-là n'existait pas avant. Ça, on peut en débattre très longtemps, etc. Mais vu le nombre de livres qu'il y a écrits sur le sujet, je pense que ça fait aucun problème. Effectivement, on peut le dater, et on peut le dater de cette période-là. Clairement, la définition du livre purement œuvre, et non pas un beau livre, hein, mais un livre qui soit intégralement une œuvre, dont l'objet soit le projet artistique en entier, c'est donc une chose très récente. Mais donc ça signifie une seconde naissance du livre, que cet objet si ancien, qui a 6 siècles d'existence derrière lui, etc., tout à coup, naît une deuxième fois. Et ça, je trouve que c'est très beau comme idée, et c'est une naissance tardive, et je me demande... Je veux dire, en dehors, effectivement, de la poésie lettriste et tout ça, parce que je crois que ce n'est pas le problème, parce que ça reste l'espace du livre, et donc on est... je veux dire qu'on mette des phrases ou que de la ponctuation, on ne change pas la nature du livre, on change la nature du texte, mais pas du livre. Je me demande, moi, est-ce que si ça a changé pour les artistes, si les artistes sont... saisis de ça, est-ce que les écrivains, eux, ont pu se saisir de ça?
Est-ce que cette seconde naissance du livre a eu un impact sur les écrivains? Je ne crois pas, en fait. Et pourtant, quand je lis Blanchot, eh ben, tout ce qu'il dit jusqu'au titre de ses livres, l'espace littéraire, le livre à venir, etc., me raconte une suite possible du projet Mallarméen, évidemment, mais peut-être parce que les écrivains, en général, ne connaissent pas assez l'art contemporain, je crois. C'est un domaine qu'ils n'ont pas forcément exploré beaucoup. Mais je pense qu'il y a... Je me demande s'il n'y a pas des formes qui, justement, à ces époques-là, sont nées comme d'une espèce de dialogue. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, à l'intérieur du livre... Je ne parle pas des collaborations entre écrivains plasticiens ou trucs comme ça. Comme par exemple, il y a eu des collaborations entre Roubaud et Boltanski ou des trucs comme ça. Ça, c'est différent, je pense. Mais si dans l'espace lui-même, il y a une espèce du livre, je veux dire, qui lui n'a pas changé, il y a une espèce d'écho de secousse, quoi, sur l'échelle de Richter. Si le livre est né une seconde fois, est-ce que ça n'a pas débordé sur l'espace littéraire? Je ne sais pas. Parfois, je pense que oui, un peu chez Marguerite Duras, un peu dans les livres très courts aux éditions de Minuit, par exemple. J'ai l'impression que là, il y a des trucs qui se formulaient pas avant, des espaces, voilà. Peut-être que cette notion de Blanchot, d'espace littéraire, peut-être ça raconte quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est contemporain de ça, c'est sûr. Ah, c'est une question compliquée. Mais... Moi, je vous propose de poursuivre la discussion en haut. Et voilà, il y a un verre qui vous est proposé. Que vous sachiez aussi que vous avez la possibilité de découvrir l'œuvre littéraire de Bertrand Scheffer qui est proposée aussi à la librairie. Voilà, merci mille fois encore Bertrand. Merci.